Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement sous sa forme extra ball, courte mais intense, sortie de route en marge de nos émissions traditionnelles, une dizaine de minutes consacrées à un film d'hier ou d'aujourd'hui, en l'occurrence on fait dans l'actu puisqu'on va causer de High Flying Bird, le nouveau film de Steven Soderbergh tout juste débarqué sur Netflix, et on va faire ça avec mon camarade David Honora. Salut David. Salut Thomas. C'est Nos Ciné extra ball spécial High Flying Bird et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin si ça te plaît. High Flying Bird donc nous parle de NBA, du basket américain, puisque ça nous met sous les pas de Ray Burke, qui est agent de joueur au sein de la NBA et qui tente de convaincre un de ses clients, un joueur donc, dont c'est la première saison en tant que pro, d'accepter une opportunité un peu controversée de carrière alors qu'on est en plein lockout, c'est-à-dire que les joueurs et la fédération sont en bisbille et qu'il n'y a donc plus de match. C'est ça David? C'est ça l'histoire. En fait c'est un film de sport sans sport, puisque de fait, donc on est en lockout, c'est-à-dire que la saison ne peut pas commencer parce que la ligue, il faut savoir que comme beaucoup de sports américains, la NBA aux États-Unis repose sur une ligue fermée. Oui. Qui fait que l'ensemble des clubs et des franchises appartiennent à la ligue et sont gérés de manière coordonnée, et que donc chaque saison la ligue négocie avec alors je ne sais pas si chaque saison ou régulièrement, en tout cas la ligue négocie avec les joueurs et les contrats, avec les joueurs et les agents pour négocier les contrats, oui. Et puis un certain nombre d'éléments comme le salary cap, etc. Et on se retrouve donc dans cette situation où le basket ne peut pas commencer, mais cet agent de joueur joué par André Holland, qu'on a déjà vu chez Soderbergh parce qu'il joue le médecin noir dans l'excellente série The Nick, oui, sur les débuts de la médecine moderne, donc c'est un super acteur, qui était sur Showtime peut-être, j'ai un doute, c'était sur une chaîne pas très connu, il me semble. Bref, André Holland joue le rôle principal de cet agent. Et en fait, il a une vision de l'évolution du sport et du basket en particulier à l'ère des réseaux sociaux notamment. Et c'était sur Cinemax, pardon. C'est sur Cinemax, voilà. Effectivement, il n'y a pas énormément de séries connues sur cette chaîne-là. On peut pas dire. Il perçoit en fait le potentiel de tout ce qui peut exister en dehors des parquets, et il y a toute la question de qu'est-ce qui dépend de la ligue et qu'est-ce qui peut générer en fait comme business, qu'est-ce qui peut être généré comme business à côté de ça. Et du coup, on est sur un film qui se joue pas mal dans des bureaux avec des conversations, qui est pas forcément très très simple à comprendre ou à appréhender quand on connaît pas les rouages du sport américain, mais que j'ai trouvé très intéressant, déjà intéressant dans la forme. Alors c'est le deuxième film de suite tourné par Soderbergh à l'iPhone, ce qui veut un peu tout et rien dire parce que c'est pas juste moi qui sors mon iPhone de la poche. C'est un iPhone avec des optiques qui valent 18 fois le prix de l'iPhone, voilà, dessus, minimum. Il utilise des optiques qui permettent notamment de beaucoup filmer en grand angle et donc d'avoir des images assez intéressantes. Il y a toute une esthétique, notamment dans la manière de mettre en scène les dialogues, où il va gérer une sorte de découpage, parfois dans des plans fixes grâce à la lumière, et qui va permettre de créer des rapports de force entre les personnages qui sont à chaque fois intéressants. Bon, il y a des idées de mise en scène de cet ordre-là qui sont pas mal, mais contrairement à son film précédent, donc Paranoia Unsane, que je n'ai pas vu mais qui est un film qui est sorti au cinéma, là c'est un film qui va directement sur Netflix, donc déjà quelque part le côté plus do it yourself entre guillemets du film convient mieux aussi à son mode de diffusion, et on est moins gêné d'avoir un film qui fait pas très cinéma sur Netflix. Et l'autre chose, c'est que cette logique de faire de l'entertainment avec l'iPhone est complètement incluse dans le sujet du film. Oui.
Et ça, c'est un truc qui est intéressant et qui va notamment reposer dans l'histoire du film sur un bisbee qu'il y a entre deux joueurs qui sont amenés, une fois que la saison commencera, à jouer dans la même équipe et qui s'invectivent un peu sur les réseaux sociaux, qui sont des choses qui, dans la réalité, font totalement partie de ce qu'est devenu la NBA et de la manière dont la Ligue a pris en charge les réseaux sociaux volontairement ou involontairement. Il y a énormément de joueurs qui sont présents dessus, qui haranguent leurs adversaires ou leurs coéquipiers. Il y a des histoires entières qui créent une sorte de couche supplémentaire à l'entertainment du sport lui-même. Et qui sont aussi très spécifiques au basket en particulier, et ça c'est dit dans le film, qui est présenté comme le film, comme le sport qui a l'intérêt en fait de non seulement d'inspirer les rappeurs, de couler dans la pop culture énormément d'éléments, et puis aussi d'être le sport qui vend des baskets. Oui. Et c'est cette vision de cette intégration du basket dans la société, c'est ce qui est raconté par le film et ce qui est montré aussi par la manière dont potentiellement les réseaux sociaux, un snap, une vidéo YouTube tournée à l'iPhone de deux joueurs qui se challenge en 1 contre 1 sur un terrain, va créer une part d'entertainment qui peut presque se substituer, ou en tout cas s'ajouter à ce que propose la compétition pure et dure. Et du coup, ça me fait penser à un exemple de la vraie vie. Notamment, il y a un joueur de Philadelphie qui s'appelle Joel Embiid qui, il y a quelques mois, avait été filmé sur des cours, sur des terrains en plein air de Philadelphie, à faire des 1 contre 1 avec des gens, et le truc est devenu hyper viral et participait en fait à ce qui était raconté sur l'aura de chacun de ces joueurs et sur finalement tout le storytelling qu'il peut y avoir autour du sport. Et c'est ce qui le rend plus captivant, plus intéressant, etc. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça s'inscrit aussi dans une part des obsessions et des intérêts spécifiques de Soderbergh, qui, en fait, ma vision de Soderbergh, c'est que c'est quelqu'un qui, dès 26 ans, dès son premier film, dès Sexe, mensonges et vidéo, réussit à capter un truc fondamental de son époque, et aussi quelque chose de très important dans le rapport au cinéma et le rapport à l'image. Oui. Et la manière dont le niveau d'abstraction qui est fait par la prise d'image vidéo devient un truc qui excite le personnage de James Spader. Là, pareil, il y a une réflexion sur qu'est-ce que devient le sport à partir du moment où on le met en image, et qu'est-ce que devient l'entertainment à partir du moment où n'importe qui peut capter de l'entertainment. Oui. Et il y a quelque chose qui arrive un peu en sous-texte, à la fois de son film, dans la manière dont il est fait et dans la manière dont il raconte son histoire, c'est que l'entertainment aujourd'hui peut être produit littéralement par n'importe qui, et que d'une certaine manière, peut-être pas le cinéma en salle, mais en tout cas, un film comme celui-ci sur Netflix se retrouve concurrent finalement de n'importe quel snap, ou des vidéos de Joel Embiid dont je parlais tout à l'heure, ou de n'importe quelle forme de divertissement créé sur Internet. Donc il s'inscrit dans cette perspective. Et puis, au-delà de ça, il développe tout un discours que je trouve assez intéressant sur le sport en particulier, sur aussi sa dimension raciale. C'est un sport, le basket, en tout cas la NBA, qui est joué très majoritairement par des joueurs noirs et afro-américains. Et du coup, et ça c'est traité même littéralement dans le film, il y a un questionnement sur les enjeux raciaux des rapports de force, et notamment le lockout. C'est pas anodin, parce qu'en fait c'est une opposition entre une majorité de joueurs noirs avec une majorité de présidents de franchises qui sont blancs. Oui. Donc il y a ce discours, c'est écrit par le scénariste de Moonlight. Oui.
Et puis c'est intéressant de voir comment la question du corps athlétique noir est mise en perspective, sans trop dévoiler la fin, mais c'est vraiment par la scène finale ce qui est vraiment questionné dans ce film. Et puis c'est aussi un ensemble d'éléments qui permettent de remettre en question l'histoire de ce sport, l'histoire du sport en général, qui a été longtemps intégré dans la ségrégation, et qui raconte aussi, et c'est l'objet d'une sorte de gimmick dans le film, parfois de comparaison avec l'époque de l'esclavage. Et à l'époque de l'esclavage, il y avait des combats d'esclaves, des choses comme ça, où pareil, le corps et la masculinité des esclaves noirs étaient utilisés en plus de tout, à des fins d'entertainment. Et voilà, qu'est-ce qui a vraiment changé fondamentalement aujourd'hui à l'aune de High Flying Bird. Et c'est à voir sur Netflix. C'est à voir sur Netflix. Vous pouvez même le regarder sur votre téléphone, comme ça vous poussez la réflexion méta de la réalisation de Soderbergh jusqu'au bout. Notre temps est écoulé. Merci David, merci à Solène à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.